Que cherchent les femmes dans les mines en République démocratique du Congo? L'on se doit de se poser cette question au regard de l'engouement créé par des femmes dans des mines. Belle coïncidence. Nous allons, avec une femme dans Femmes, aborder ce sujet. Mais également, vous aurez dans cette émission une femme de la semaine, Esther Etongo, 20 ans de carrière professionnelle au ministère des Affaires sociales et les fonctionnaires de l'État. Elle est également directrice au Home des Vieillards. Bienvenue à vous, madame, messieurs. Bienvenue également à notre invitée. Merci. Vous êtes Margaret Rachidi Kabamba, chercheure indépendante, traductrice spécialisée dans les mines. Je rappelle également que vous êtes auteur d'un livre, Réponse. La réponse. La réponse. C'est un roman. Alors, vous avez mené une recherche autour de la présence des femmes dans les mines. Quelle a été votre première motivation? Ayant de l'expérience professionnelle dans les mines, j'avais travaillé pour une compagnie minière de la place, Tenke Fungurume Mining, et puis la maison mère, donc au Katanga, j'ai travaillé là-bas. Et puis j'ai travaillé aussi pour la maison mère de Tenke à Phoenix en Arizona. Je connais très bien le milieu minier et évidemment, le problème de la femme est une question cruciale de tous les jours à laquelle il faut se pencher tout le temps. Et les femmes dans les mines, évidemment, on n'en parle pas. Personne n'en parle vraiment. Et j'ai eu le privilège d'être retenue par Promine et la Banque mondiale pour dresser l'état des lieux de la situation de la femme dans l'exploitation artisanale. Qu'est-ce qui ressort de cette étude? Le manque d'éducation, le manque de travail, la pauvreté, la misère, ce sont les éléments clés qui conduisent les femmes à travailler dans les mines, dans l'artisanat minier. Elles y exercent toutes sortes d'activités très dures, très, je dirais, très ardues pour la survie d'elles-mêmes et de leur famille et évidemment par ricochet de la communauté. Alors cette étude vous a conduit à une conférence nationale qui venait récemment de s'organiser à Goma. Au fait, il était décidé qu'à l'issue de l'étude, on allait tenir un atelier de restitution et c'est ce qui a justement été la base de la première conférence nationale des femmes dans les mines. C'est toute une première en République démocratique du Congo. Dans d'autres pays, il y a des réseaux existants sur le travail des femmes dans les mines. Mais en République démocratique du Congo, c'est la première fois que ça se produit et nous espérons que l'année prochaine, un réseau national va se créer justement pour mettre en place des actions concrètes afin d'aider la femme qui travaille surtout dans l'exploitation artisanale. C'est vrai que le problème est réel. Vous avez posé certainement ce problème au niveau de la conférence nationale. Oui. Et c'était quoi l'objectif? Attirer l'attention des femmes qui sont dans les mines ou trouver des solutions par rapport à ceux qui leur poussent à aller justement vers ce travail ardu? Avec l'étude, nous nous sommes rendus dans 16 sites, dans 7 provinces et les femmes de ces sites étaient invitées à la conférence justement pour rendre compte de leur propre situation. Et aussi, c'est comme j'ai dit, c'est une première, c'est un événement premier en République démocratique du Congo. Et à l'issue de cette conférence, nous avons mis en place un plan d'action pour que d'autres études complètent ce que moi j'avais fait et à la fin, en 2016, il y aura un réseau national qui sera créé pour fédérer les idées, fédérer les actions et évidemment prendre en compte la problématique genre dans le secteur minier. Alors cette étude vous a certainement permis à échanger personnellement avec ces femmes. Si vous étiez demandé de décrire cette femme que vous avez rencontrée dans les mines en République démocratique du Congo, en quelques mots, comment vous diriez ou quel est le profil de cette femme? C'est une femme qui porte le bagage des problèmes familiaux sur son dos. C'est une femme qui est abattue par la maternité. C'est une femme qui doit subvenir aux besoins des enfants. C'est une femme qui souvent joue le père et la mère parce que cette femme qui travaille dans la mine et souvent son conjoint part aussi dans des sites lointains toujours pour chercher, et c'est elle qui a le fardeau, qui porte le fardeau de la famille sur son dos. Donc c'est une femme
Mais c'est une femme qui ne perd pas espoir. C'est ça qui nous a encouragés. Parce que les conditions sont tellement désastreuses. Les conditions de travail dans lesquelles elles passent la journée sont tellement déplorables qu'elles ont quand même le sourire. Parce qu'elles espèrent. Et notre présence, évidemment, les encourager. Ça veut dire qu'elles savent qu'il y a quelqu'un quelque part qui pense à elles et elles espèrent que quelque chose de concret, que ça reste pas théorique, que quelque chose de concret sera entrepris pour sa libération. Avec l'émancipation, la parité, il n'y a plus de travail réservé aux hommes, mais d'autres réservés aux femmes. Et je vous assure que ces femmes sont très fortes. Elles font tout. Elles sont creuseuses, elles sont pileuses, elles sont tamiseuses. Elles font tout. Évidemment, il y a les coutumes, les traditions, les croyances qui font que parfois elles sont exclues de certains endroits des mines, parce que dans certains sites, on ne veut pas d'une présence féminine parce qu'on pense que la mine va disparaître. Mais si on lui donne l'occasion, je vous assure, elle va descendre. Elle va aller dans le trou pour chercher les filons. Elle est très courageuse, elle est très forte. Mais c'est quoi justement le problème? Est-ce au niveau du commandement ou de l'exécution que ça pose problème que les femmes se retrouvent dans ces mines? Non, c'est parce qu'elles n'ont pas d'alternative. Il y en a qui font l'agriculture. Mais comme vous le savez, l'agriculture, si vous plantez quelque chose, il faut attendre la récolte. Ça prend des mois. Et qu'est-ce qu'elle fait dans l'entretemps? Comment elle gagne sa vie? Ça, c'est une alternative. Elle va dans la mine. Évidemment, il y en a qui ne veulent même pas quitter la mine. C'est ça le travail qu'elle connaît. Il y en a qui sont nées là, qui ont grandi dans la mine. Elles n'ont pas l'intention de quitter. Elles veulent tout simplement que les conditions de travail soient améliorées. Par exemple, celles qui creusent, celles qui pilent les roches. Elles veulent qu'on leur donne des concasseurs, par exemple. Leurs conditions d'hygiène, la santé maternelle, elle n'est pas prise en compte. Les problèmes environnementaux sont énormes. À Kipushi, j'ai visité... Pourquoi doit-on avoir une attention particulière sur les femmes que sur les hommes alors qu'elles ont choisi d'être dans les mines? Madame, la mer, c'est la berceuse de l'humanité, s'il vous plaît. Vous savez, à Kipushi, j'ai visité les femmes qui travaillaient dans un site qui s'appelle Katapula, juste derrière le puits 5 de la Gécamine. Elles traitaient les déchets de cobalt. La radioactivité, là-bas, est tellement forte que les femmes vous confient qu'elles sont insensibles à ce genre de problème. Personne. Mais puis elles sont sensibles, susceptibles à certaines réalités dans les mines, elles doivent arrêter, n'est-ce pas? Pas nécessairement, si les conditions sont améliorées. Si les conditions sont améliorées, pourquoi pas? C'est un métier comme un autre. N'est-ce pas maintenant, c'est le 21e siècle, le siècle de la libération de la femme, de l'émancipation, la parité, voilà. Pourquoi limiter la femme? Elle ne doit pas être limitée. Celles qui veulent quitter, évidemment, il faudrait qu'on trouve des alternatives de subsistance pour elles. Mais celles qui veulent rester dans les mines, je crois qu'elles doivent être encouragées, mais avec des conditions plus améliorées et plus décentes. Quel est le niveau intellectuel de ces femmes en général? Sont-elles instruites? Généralement, non. Elles ne sont pas instruites. Justement, c'est pour ça que j'ai parlé de manque. En fait, j'aurais dû dire manque d'instruction, pas d'éducation. Manque d'instruction qui les amène aussi parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Le niveau est très bas. Mais l'instruction n'exclut pas l'intelligence, n'est-ce pas? Oui. Alors, il y a aussi un problème relevé dans ces mines, c'est la prostitution, n'est-ce pas? Oui. La prostitution est un moyen de survie. La plupart, pour les femmes, pour certaines femmes, celles qui font ce métier, elles font ça pour survivre. Tout à fait comme il y a de la prostitution en ville, c'est la même motivation. Il y a très peu de femmes qui prennent plaisir à faire la prostitution. Ça, je peux vous l'assurer parce que j'ai parlé à ces femmes, même celles qui sont prostituées. Elles vous disent, madame, c'est pas ça que je veux faire, mais j'ai pas d'autres moyens. Voilà. De vous à moi, la présence féminine dans pareil environnement constitue un régal pour les sexes opposés, n'est-ce pas? Pas nécessairement. Si vous parlez peut-être de la promiscuité, oui. Mais le sexe féminin, ce sont les femmes qui entretiennent ces mines. Si ces femmes ne sont pas là, ne vous en faites pas. Les creuseurs ne peuvent pas survivre. Parce que ce sont les femmes qui font le petit commerce. Ce sont elles qui font la restauration. Ce sont elles, en fait, qui amènent aussi la paix, parfois, entre les hommes, entre ces creuseurs. Hein? Donc, un régal
ou une aubaine. C'est à eux d'y répondre, voilà. Ceux qui vivent dans cette réalité tous les jours. Quand on parle quand même de la femme, il y a aussi l'enfant qui est directement lié. Est-ce que dans votre étude, bien que ce n'était pas ça l'objectif, vous avez quand même aussi eu à découvrir ou à voir ce que les enfants aussi font comme travail dans les mines? Il y a beaucoup d'enfants dans les mines et ça c'est une question grave sur laquelle le gouvernement devrait se pencher. Parce que là, on est en train de violer notre code du travail, on est en train de violer les codes internationaux, les instruments internationaux qui condamnent la présence des enfants dans ce genre de travail. Il y a beaucoup d'enfants. Non seulement il y a des enfants à bas âge, enfin des enfants très jeunes qui travaillent, mais aussi il y a des bébés qui sont avec leur maman, qui sont en train d'inhaler tout le mercure, par exemple, tous les produits chimiques, ils sont là. Les femmes les allaitent dans la mine. Dans la mine, je vous assure, c'est pénible. Très pénible. C'est très grave. En termes des solutions durables, des solutions palpables et à court terme, qu'est-ce que vous avez proposé? Parce qu'une étude, finalement, c'est à ça que ça sert aussi. Un réseau national sera créé. Nous espérons l'année prochaine. Évidemment, il faut des ressources financières. Il faudra que le gouvernement se penche. Il faudra que le gouvernement s'approprie de ce réseau. Est-ce qu'il y a un plaidoyer que vous menez dans ce sens? C'est pour ça que je suis là, n'est-ce pas? Ça, c'est déjà un début. Ouais. Le fait que nous avons tenu la conférence, il y avait les représentants du gouvernement qui étaient là, le ministère des Mines était là, le ministère du Genre était là, le ministère des Affaires sociales. Le gouvernement est représenté dans ce genre de plaidoyer. Qu'est-ce que vous attendez réellement de ce gouvernement? L'appui financier, l'appui institutionnel, le cadre juridique très clair, parce que le code minier, par exemple, n'a pas vraiment de dispositions spécifiques relatives à la condition de la femme dans la mine. En dépit de sa révision qui a été proposée. En dépit de sa révision. Dans ces révisions, il n'y a presque rien. On parle de l'interdiction des femmes enceintes. Les femmes avaient fermé l'œil sur cette question. Combien de femmes participent à la révision? Très peu. Très peu, qui font partie du comité de révision. Mais on ne va pas venir vous appeler, il faut y aller. Il ne faut pas rester dans les bureaux et attendre qu'on vienne vous dire qu'il y a... On peut être à la porte et la porte n'est pas ouverte, madame. Vous le savez. Oui. Donc, il faudra que le gouvernement s'approprie sur tous les plans. Il faudra que le gouvernement améliore le social. Il y a des femmes qui veulent faire l'agriculture. Par exemple, encore, je vais revenir à Kipushi. Elles ont demandé à ce qu'on les aide à cultiver le tournesol. Vous connaissez le tournesol qui produit de l'huile. Évidemment, si les conditions sont réunies, si on leur offre des outils assez consistants, assez substantiels, elles vont quitter la mine. Elles vont quitter le travail de la mine. À Kailo, les femmes ont demandé à ce qu'on leur donne, on les aide à créer une usine de riz, par exemple, pour que, évidemment, avec ça, elles sortent de la mine. Donc, il y a à Mangueroujipa, dans le territoire de Lubero, les femmes ont demandé une coopérative. J'ai vu des femmes, parce que je me suis rendue là-bas, 90 km entre Butembo et Mangueroujipa, 3 heures de voiture. Elles vont à Butembo pour acheter la marchandise. Elles portent ça au dos. Si elles ont une coopérative, elles pourront, évidemment, s'en sortir et puis, de petit à petit, quitter la mine. Mais vous êtes quand même d'avis avec moi que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Aujourd'hui, si la question de la pauvreté, vous l'avez évoqué, n'est pas résolue, ça veut dire qu'on va revenir sur les mêmes problèmes. C'est ça. En ce qui concerne la femme en général. Donc le gouvernement a le devoir d'améliorer le social. On parle de la rétrocession, par exemple, en ce qui concerne les mines. 40% doivent aller aux provinces. Est-ce que ça se fait ? Je pose la question, je ne sais pas. 15% de ces 40% doivent aller dans les communautés où on fait l'exploitation minière. Est-ce que ça se fait? Parce que si c'est 15% de tous les impôts, les redevances que payent les sociétés minières, si ces 15% sont dédiés à la communauté, je pense que les conditions vont s'améliorer. Moi, j'ai travaillé, comme je vous ai dit, j'ai travaillé à Tinké-Funguru, mais j'ai vu des agriculteurs. Pourquoi ils sont allés dans la mine? Ils cultivent les tomates. Vous savez, la région est très fertile. Les tomates, les haricots. Mais comment les acheminer? Peut-être que
comment les acheminer. Donc l'infrastructure routière doit être améliorée également pour permettre les agriculteurs à écouler leurs marchandises. On dirait qu'avec les mines, les résultats sont très rapides. Il n'y a pas beaucoup de contraintes. C'est vrai, sur le plan physique, c'est beaucoup d'efforts. Mais en termes de rentabilité, c'est un peu rapide. Hein? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Parce que les femmes qui font ce travail, j'ai vu à Kolwezi par exemple, à Kasulu, un site qui se trouve dans un centre urbain d'ailleurs, une catastrophe environnementale. Les femmes lavent les déchets de cobalt. Hein? Vous savez combien elles gagnent par jour? Au moins 2500 francs. Par jour. Par jour. C'est insuffisant. Très, madame. Qu'est-ce que vous faites avec 2500 francs par jour? Si elle gagne plus, c'est 5000 francs. Alors là, elle fête. Hein? Donc, c'est quand même grave. Il faut que le social soit amélioré, carrément. Mais ces mines, finalement, il faudrait aussi orienter les femmes à aller vers des ressources inépuisables. Vous avez parlé, par exemple, du sol, où elles peuvent travailler sans être exposées. Aujourd'hui, avec la baisse du cours des métaux sur le plan international, c'est aussi beaucoup des contraintes, finalement. Ça, c'est vrai. Mais comme j'ai dit encore, pour l'agriculture, elles veulent faire l'agriculture. C'est comme à Massissi, les femmes m'ont dit, madame, nous voulons que faire l'agriculture. Mais il faut louer les terres. Il faut louer les terres. C'est trop cher pour elles. Elles n'ont pas de ressources financières. Est-ce que vous avez pensé aussi au financement? Oui, c'est ça. C'est pour ça que je parle du gouvernement. D'abord, moi, je pense que c'est bien qu'on s'adresse aux institutions internationales. Mais où est le gouvernement? Que fait le gouvernement? C'est une question que je pose. Où ça bloque, il y a une alternative. Voilà. Il y a des partenaires internationaux qui peuvent vous accompagner. Oui. Ça, c'est vrai. Mais faut-il toujours compter sur eux? Quand est-ce qu'on va s'approprier de nos propres problèmes? Alors, cette réalité aussi vous a permis de découvrir une autre facette de la femme congolaise. C'est laquelle? Oui, très forte, très forte, très entreprenante, très courageuse, madame. Parce que pour travailler dans les mines, il faut être courageuse. Les conditions sont très, très difficiles. J'ai vu une femme, elle était... En fait, là, c'est à Mississi. Elle était en train de nettoyer. Pendant 2 heures, une femme forte de corpulence. Mais pendant 2 heures, elle était courbée. Il faut être fort physiquement. Mais évidemment, ça a des conséquences désastreuses sur la santé. Oui. Et puis l'environnement. Il n'y a pas de programme de restauration de terre après l'exploitation. Les creuseurs cherchent les filons. Ils creusent jusqu'à ce qu'ils trouvent des filons. Mais là où ils n'ont pas trouvé, ça reste comme ça. C'est très punitif. Oui. Et en termes toujours de votre recherche, c'est vrai que vous avez mené une première. La prochaine étape, en quoi est-ce qu'elle va consister? La création du réseau et la continuation des recherches. Évidemment, on ne peut pas s'arrêter parce que là, comme je vous dis, nous avons visité 7 provinces, mais il y a d'autres. Nous ne sommes pas allés au Bandundu, nous ne sommes pas allés au Bas-Congo, à l'Équateur. Donc il y a d'autres provinces qui sont... pays potentiellement riches. Hein? C'est un scandale géologique, mais si vous regardez les mines, c'est un scandale social. Ce qui pousse à interpeller davantage. Oui, tout le monde. Tout le monde. Oui. Des solutions, vous en proposez par rapport à la publication de votre enquête? Amélioration du cadre juridique, d'abord. Le code minier, le code de la famille, le code n'épingle pas spécifiquement les problèmes de la femme qui travaille dans la mine. Il faut qu'elle soit protégée. Et ce n'est pas seulement l'exploitation artisanale. Parce que quand vous parlez du code minier et du code de la famille, tout est en train d'être révisé, n'est-ce pas? Est-ce que les lois sont statiques? N'est-ce pas? Elles sont dynamiques. Tout à fait. Oui, je crois que ce n'est pas tard. Il n'est jamais tard, madame. Le code minier n'est pas encore voté au Parlement. Et puis, même s'il est voté, je crois qu'il y a toujours des... Comment on appelle ça? Des ajouts qu'on peut apporter, des amendements, voilà, qu'on peut toujours apporter. Donc, c'est jamais tard. Le cadre juridique doit être amélioré. Le code minier doit traiter de la question de la femme. Est-ce que vous avez associé les parlementaires femmes, par exemple, dans votre enquête pour avoir cet appui? Non. Sur le plan législatif? Sur le plan législatif, non. Mais c'est ça, justement, un travail que fera le réseau. C'est sensibiliser
le législatif, sensibiliser l'associatif, sensibiliser monsieur tout le monde pour l'amélioration de ces conditions. Donc, amélioration du cadre juridique, non seulement pour la femme qui travaille dans l'exploitation artisanale, mais aussi la femme dans l'industrie minière. Elle n'est pas assez protégée, oui, mais aussi, madame, encore et encore, l'amélioration du social. Ça, c'est en général. Hein. En général, oui. Alors, je rappelle que vous êtes également auteur du livre La Réponse. Oui, madame. Vous en avez une fois expliqué en long et en large dans cette émission, mais un petit rappel, La Réponse. La Réponse. Est-ce une réponse à toutes ces questions? La Réponse est un roman qui parle du Congolais qui cherche la réponse aux problèmes quotidiens auxquels il est confronté tous les jours. Tous les personnages dans La Réponse cherchent une réponse. Que faire? Il y a une femme qui n'arrive pas à se marier, une jeune femme, ingénieure, mécanique. Elle n'arrive pas à trouver un homme. Elle a sa réponse dans l'église. Elle dit qu'elle a rêvé qu'il y a un monsieur qui est dans l'église, qui est veuf, qui va devenir son mari. Elle parle au pasteur, le pasteur accepte, il prie, il se marie. Mais la femme avait menti. Elle n'avait pas rêvé. Mais il fallait qu'elle se case. Vous savez, les gens, nous les hommes, nous avons cette manie d'aider Dieu. Hein? Parce qu'elle a trouvé qu'elle a prié pendant longtemps. Elle a prié pendant longtemps, il n'y avait pas de réponse. Il faut se jeter à l'eau. Alors elle s'est jetée dans l'eau. Elle a rêvé. Elle a dit au pasteur qu'elle a rêvé. Le pasteur était d'accord. Ça a marché ou non, ce mariage? Ça a marché ce mariage, mais elle a fait 4 fausses couches. Et là, finalement, elle a dû avouer. Non, j'avais menti. Mais comme le Seigneur est toujours compatissant, elle a fait des quadruplés après. Il y a une veuve dans la réponse qui, comme vous le savez, les coutumes, le mari meurt, on lui prend tous les biens. C'est une chimiste. Alors elle fait une petite usine d'abduction d'eau pour survivre avec ses enfants. Elle a trouvé une réponse. Hein? Donc c'est pour vous dire que les femmes, au fait la réponse c'est plus, les personnages principaux sont des femmes qui cherchent des solutions aux problèmes quotidiens, elles en trouvent. Elles en trouvent. Parce que les femmes congolaises sont des femmes exceptionnelles. Alors, Margaret Rachidi Kabamba, nous allons également faire découvrir cette femme qui a peut-être déjà trouvé la réponse. La réponse, puisqu'elle a 20 ans de carrière en tant que fonctionnaire au ministère des Affaires foncières. Oui. Et elle s'adonne aussi à aider les autres. Elle est directrice du Homme de Vieillard de Kinshasa. Il s'agit de Esther Etongo qui a été notre femme de la semaine. Oui. Esther Etongo, 20 ans au service des démunis. Cette employée du ministère des Affaires sociales met à contribution ses acquis en matière sociale au Homme des Vieillards de Kinshasa où elle est directrice. Je suis au ministère des Affaires sociales comme fonctionnaire, et plus précisément à la direction d'encadrement des personnes de troisième âge. Et je suis vraiment dans ce que j'ai étudié. Hein. J'ai connu beaucoup de personnes âgées. Quand j'arrive le matin, je les salue poliment, comme il est demandé le respect envers les personnes âgées. Je les salue poliment. Après la pause, peut-être à 12h, 12h30 ou à 17h avant de partir, je m'approche vers eux pour parler un peu, blaguer un peu et assurer la compagnie avec eux. Veuve et mère de 5 enfants, Esther est chef, mais d'abord servante. Elle sait s'y prendre face aux caprices des personnes de troisième âge. C'est un réel apostolat. À part être fonctionnaire, moi je dis que c'est un bénévolat, c'est un travail de Dieu aussi. Donc être à côté de ces personnes, c'est le vouloir. Parce qu'il y en a qui viennent comme ça, et ils ne s'approchent même pas des vieillards. Ils ont toujours l'idée de la sorcellerie en tête. Or si je m'approchais d'eux, je serais ensorcelé. Donc, comme je dis, c'est un travail de Dieu. Donc c'est un appel, Dieu nous appelle à ce travail. Si vous avez vraiment la vocation, vous allez bien le faire. Et je demande aussi à un de mes enfants de me suivre, parce que c'est un travail qui bénit. On est à côté des vieillards, on fait ce que l'État nous a donné comme attribution, même ce que la Bible nous a dit, parce que la Bible nous a dit de porter regard aux personnes âgées, de ne pas les mépriser. Alors c'est une bénédiction de travailler auprès des personnes âgées. Les moyens financiers nous manquent,
dans leur encadrement, il y a trop de caprices, c'est-à-dire les personnes âgées sont trop capricieux. Ils veulent manger par exemple le poisson, mais nous on n'en a pas, on leur offre ce qu'on a. C'est ça aussi le problème qui nous crée. Donc on leur donne, pas seulement selon leur désirata, mais on leur donne parce qu'on ne veut pas qu'ils meurent de faim. Mais ça nous crée aussi des problèmes parce que ce qu'on leur donne comme ça, en les forçant, parfois ils les jettent, ils ne mangent pas. Donc ils sont trop capricieux, ils aiment manger ce qu'ils veulent. L'élément déclencheur qui pousse à l'abandon des vieillards serait la sorcellerie. Pour les uns, une réalité, les autres, un prétexte. Esther Etongo a une conviction. Ils ne sont pas sorciers. C'est un faux argument, parce que la sorcellerie, même dans la cité où nous sommes, il y a des sorciers. Et la sorcellerie est dans tous les âges. Il n'y a pas que le vieux. Parce qu'à la cité, on voit d'autres scènes où ce n'est pas une personne âgée, mais c'est un enfant. Donc, le plus grand secret de Dieu et dans la parole de Dieu, c'est d'aimer ceux qui nous font le mal. Comme la sorcellerie est un mal parmi nous, et les personnes âgées ont ce mal-là en eux, nous ne devons qu'éprouver l'amour. Quand vous aimez plus, la sorcellerie n'aura plus de force ou d'effet. Donc, vous appliquez la parole de Dieu, l'amour. Ils ont besoin de l'aide. Il y en a qui sont vraiment indigents et ils ont de l'aide en général, de la nourriture, des habits, les médicaments. Ils ont aussi besoin d'affection. Vous pouvez même venir un samedi ou dimanche, venir parler avec eux, échanger un peu d'idées. Ainsi, avec une éloquente carrière aux affaires sociales, doublée de casquettes de directrice au Home des Vieillards, Esther Etongo est une vraie assistante sociale. Alors, décidément, cette émancipation de la femme a commencé quand même il y a longtemps. Pour Esther Etongo, par exemple, 20 ans de carrière, c'est beaucoup, n'est-ce pas, en tant que fonctionnaire? Ah, aussi louable. C'est louable. Wow. Et vous, si il faille vous demander combien d'années de carrière, parce que finalement, vous êtes chercheur, vous êtes également traductrice dans les mines. Traductrice spécialisée en mines. C'est depuis 2012 que je travaille à mon propre compte. Je fais de la traduction, je travaille avec je fais l'anglais, le français et l'espagnol. Et je me suis fait... j'ai choisi les mines parce que c'est un domaine que je maîtrise. Que j'allais vous poser, il n'y a pas beaucoup de femmes. C'est vrai. C'est vrai qu'elles travaillent dans les mines, mais... Oui. C'est vrai. J'ai 4 ans de carrière. Comme je vous ai dit, j'ai travaillé au Katanga, à Tenke-Fungurume Mining. J'étais la directrice de communication. Et ça m'a permis de visiter les mines, de comprendre l'exploitation, de comprendre les opérations minières, que ça soit... J'étais aussi chef de service de traduction, donc tous les documents passés par nous, que ce soit les conventions minières, que ce soit les états financiers, les problèmes environnementaux, les problèmes sociaux, l'exploitation, l'exploration. Donc j'étais versée dans ça. Et puis j'ai aussi travaillé 2 ans en Arizona, à Phoenix, à la maison mère de Tenke. Et là, moi, je m'occupais des bulletins d'information des opérations minières à travers l'Arizona. Parce que Freeport, c'est ça la maison mère de Tenke, a 5 opérations minières opérationnelles en Arizona. Donc je faisais le tour des mines, je discutais avec les directeurs généraux, les techniciens, les ingénieurs. J'écrivais sur tous les problèmes que vous rencontrez, qu'on rencontre dans la mine, ou bien s'il y avait des innovations, ou bien s'il fallait changer, par exemple, l'usine de flottation, par exemple. Donc, je discutais avec eux, j'écrivais là-dessus. Donc, je me suis imprégnée des questions minières. Et depuis 2012, j'ai choisi de travailler à mon propre compte. Et c'est un plaisir parce que j'aime bien le domaine minier. C'est le destin qui vous y amène ou vous y avez aspiré dès les bas âges de travailler dans les mines, par exemple? Non. C'est vraiment le destin. Je n'y avais pas aspiré. Je ne savais jamais que... Enfin, je m'étais jamais imaginé que j'allais travailler, j'allais me spécialiser dans les mines. Mais quand j'ai commencé à travailler à Tenke, j'ai trouvé ça très passionnant. Très passionnant. Et si je croyais à la réincarnation, j'allais dire que si je devais renaître, j'allais être ingénieur des mines. Ah oui, malheureusement, vous y allez avec le bagage que vous avez maintenant. Voilà. Et est-il facile de travailler aux côtés des hommes? Non, c'est pas facile. En tant que traductrice,
indépendante, enfin comme je travaille à mon propre compte, qu'est-ce que je fais pour faire connaître mes services? Je voyage je voyage à travers le monde, j'assiste dans les conférences minières et je fais la publicité de mes services et les gens s'étonnent. Mais mine, traduction, une femme, oui. Et il y a très peu de femmes. Le pourcentage est très faible. Et ça, c'est pas seulement ici au Congo, des femmes qui travaillent dans l'industrie. C'est dans le monde entier. Dans le monde entier, il y a très peu de femmes qui travaillent dans l'industrie, mais il y a beaucoup de progrès qui sont réalisés. Et je suis membre de l'association des traducteurs américains. Dans notre association, il y a très peu de personnes qui se spécialisent en mine. Je crois qu'il y a quelques personnes et je suis la seule femme. Et qu'est-ce que vous diriez aux femmes qui nous suivent par rapport à tous ces métiers qui restent encore non abordés, non convoités par les femmes? Je parlerai plus spécifiquement des mines. Oui. Vous savez, en RDC, les mines contribuent à peu près 27% au PIB. Et si c'est un domaine aussi important, et les femmes, ce sont les femmes qui tiennent les maisons, ce sont les femmes qui tiennent les communautés. Il faut qu'elles aient une décision. Donc, il faut qu'elles apprennent. Il faut encourager les filles à apprendre des sciences, à étudier les sciences, à se spécialiser dans le domaine minier pour pouvoir forger leur voix et avoir la décision. Parce que les mines au Congo, c'est très important. Et donc, vous pensez que la femme a une autre susceptibilité, une autre manière de voir les choses dans la vie courante par rapport à l'homme, c'est ça? Moi, je pense que parfois, ce sont les femmes qui découragent les femmes à se lancer dans des domaines considérés difficiles. De quelle manière elles découragent? Oh, mais ça, c'est pour les hommes, hein. Les maths, les sciences, c'est pour les hommes. Fais les lettres. C'est vrai. Moi, j'ai fait les lettres. Moi également, j'ai fait les lettres. J'ai fait la section littéraire, j'ai fait les langues. Mais, comme je vous dis, si je devais renaître, je serais ingénieur des mines. D'abord, c'est très passionnant. C'est très important. Vous vous rendez compte, vous prenez le sol et vous le transformez. Dans le sol, les matières qui les matières qui se trouvent dans le sol, vous êtes en mesure, à cause de la science, à cause de la technologie, de les transformer et de fabriquer du cuivre, de l'or, du diamant. C'est passionnant, n'est-ce pas? Passionnant. Oui. Alors les femmes, elles doivent se lancer dans les sciences. Elles doivent se lancer dans la technologie. Et il faudrait qu'il y ait une campagne de sensibilisation. Et ça, c'est une chose que le réseau national des femmes se donnera aussi comme agenda. Et d'une manière générale, est-ce que la femme congolaise se trouve à la place où on l'attend par rapport à son apport dans les développements? Non. Sinon, qu'est-ce qu'il faille faire justement? Non. La femme congolaise, pas fait? La femme congolaise doit apprendre à avoir confiance en soi. Elle est très effacée parce que la société la veut effacer. Elle se laisse entraîner dans cette croyance. Elle est forte, elle a peur. La femme congolaise doit d'abord s'émanciper intérieurement. C'est un exercice intrinsèque auquel elle doit se livrer. Elle doit s'émanciper. Elle doit apprendre à se connaître. Donc l'émancipation ne doit pas être seulement un slogan creux. Non. Ça doit commencer par l'individu lui-même. Par exemple, moi, je vous dis, je suis spécialisée en mine. Je ne suis pas ingénieur. Je ne suis pas géologue, mais je me donne le temps d'apprendre. Okay. Parce que je me dis, tiens, pourquoi pas, pourquoi je ne peux pas comprendre? Et je comprends. Ça demande des moyens, n'est-ce pas? Parfois, non. C'est une matière qui se donne. N'est-ce pas? On apprend la géologie ici, à la faculté polytechnique. Oui, si vous allez vous inscrire en droit, pourquoi ne pas vous inscrire en géologie et faire les efforts et fournir les efforts pour réussir? Donc la femme congolaise, elle a beaucoup à faire. Elle doit apprendre à se connaître. La femme congolaise doit apprendre à se soutenir et elle doit apprendre à percer. L'union fait la force et non comme le disent d'autres personnes. C'est ça. Non. Non. La femme congolaise doit arracher son émancipation. Elle doit l'arracher. Violemment, pas de violence, avec violence, pourquoi pas? Il faut le faire et il faut être dans le cadre de décision. Donc vous êtes optimiste sur l'avenir de la femme en RDC? Bien sûr, madame. Bien sûr, je suis optimiste. Je vous ai dit. Et mon optimisme vient des femmes que j'ai rencontrées sur les sites. Des femmes fortes. Elles vivent dans la misère totale, mais elles ont encore le sourire.
elles ont encore le sourire. Je suis très optimiste. Et ce sourire qui vous a certainement aussi encouragé à poursuivre votre combat pour cette émancipation de la femme dans les mines, qu'elle travaille dans des bonnes conditions. Est-ce que vous pouvez vous résumer par rapport à l'entretien de ce jour qui a porté sur, d'une manière générale, les femmes dans les mines? Oui, donc je suis là parce que nous avons tenu la première conférence nationale des femmes dans les mines. Nous avons adopté un plan d'action. Nous allons canaliser les recherches que nous avons faites et l'année prochaine, nous allons nous rencontrer pour créer ce réseau des femmes dans les mines en République démocratique du Congo. C'est un réseau qui va se focaliser sur la femme dans l'artisanat minier, la femme dans l'industrie minière, dans l'administration minière et la femme en général. Parce que la femme qui travaille dans les mines, elle touche toute la communauté. L'on espère que la réponse sera à court terme, comme la réponse intitulée de votre œuvre, de votre roman. Vous êtes également auteur. Vous êtes chercheur indépendante, traductrice spécialisée en mines, Margaret Rachidi Kabamba. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Faiza. Le problème est réel dans les mines. Les femmes sont certes très nombreuses à travailler, mais les conditions sont à déplorer puisqu'elles rencontrent beaucoup de difficultés. Madame, messieurs, vous avez suivi au cours de cette émission Madame Margaret Rachidi Kabamba qui a explicité les conditions dans lesquelles les femmes travaillent dans les mines en République démocratique du Congo. Merci de votre fidélité.